Bonjour, amis auditeurs. Donc, durant toute cette semaine, avec Aude et Olivia, nous allons parcourir la loi de bioéthique actuellement en lecture au Sénat. Donc, je vous présente Aude Mirkovic. Bonjour. Vous êtes juriste, maître de conférences à l'université et porte-parole de l'association Juris pour l'enfance. Et puis Olivia Sarton. Bonjour. Vous êtes ancienne avocate, directrice juridique adjointe de Juristes pour l'enfance. Tout à fait. Voilà, donc nous allons ensemble, vous allez nous rappeler quelques généralités sur la PMA. D'abord, qu'est-ce que la PMA? Alors la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. On parle aussi d'AMP ou assistance médicale à la procréation, mais c'est la même chose. C'est l'ensemble des techniques qui organisent la conception d'un enfant en dehors du processus naturel, c'est-à-dire concrètement en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Il s'agit de deux techniques qui sont l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Donc l'insémination artificielle, c'est l'insémination d'une femme par le sperme de son conjoint ou concubin ou celui d'un donneur. Et la fécondation in vitro, comme son nom l'indique, eh bien, elle organise la rencontre des gamètes in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, en dehors du corps de la femme, et les embryons ainsi obtenus sont ensuite transférés dans l'utérus de la femme en vue de leur naissance. Que dit aujourd'hui la loi? Alors la loi aujourd'hui ouvre la PMA aux couples hommes-femmes qui souffrent d'une infertilité médicalement constatée ou encore qui sont porteurs l'un ou l'autre d'une maladie génétique grave dont le risque de transmission est particulièrement élevé. Pour interdire ce risque de transmission, ils peuvent avoir recours à la PMA. Et que dit aujourd'hui le futur projet de loi? Alors, donc, au vu de cet objectif thérapeutique, donc de compenser une infertilité ou éviter la transmission d'une maladie, on comprend que la PMA actuelle ne concerne que des couples composés d'un homme et d'une femme vivant et en âge de procréer. Parce que l'incapacité à procréer des personnes qui sont dans d'autres configurations n'est pas pathologique. Le projet de loi, justement, supprime cet objectif thérapeutique, donc cette condition d'infertilité. Et il permet l'insémination par des donneurs de femmes célibataires ou en couple de femmes, donc qui ne sont pas confrontées à une infertilité pathologique, mais qui veulent réaliser un projet d'enfant sans père, sans homme. Et en fait, pourquoi la PMA pour les femmes? Alors, la PMA pour les femmes répond à une revendication, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que la PMA pour les femmes célibataires comme les couples de femmes organise pour l'enfant la privation légale de père. Donc ce n'est pas le problème n'est pas que des enfants ne connaissent pas leur père, parce que ça peut arriver en raison des malheurs et aléas de la vie. Là, ce serait la loi qui organiserait, institutionnaliserait l'effacement légal de la branche paternelle. Alors en plus, quand ce sont des couples de femmes, il y a une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que la filiation de l'enfant serait établie à l'égard de deux femmes, dès l'origine, ab initio, sans tenir compte de la réalité charnelle de l'engendrement de l'enfant. Et c'est très grave parce que cela introduit dans le droit français une filiation qui est fondée sur la seule intention, qui ne se réfère en rien à la réalité charnelle de la filiation, ni la réalité biologique, ni même la vraisemblance biologique. Alors si on veut fonder la filiation en droit français à partir de maintenant sur l'intention, on peut totalement bouleverser notre droit et le faire, mais il faut réaliser ce que ça veut dire. Ça veut dire que désormais, la filiation dépend de l'intention, non plus de la réalité. Donc j'ai donné juste un exemple pour percevoir la portée de ce qui est envisagé. Que faire lorsqu'un homme ne voudra pas assumer sa paternité? Un homme a engendré un enfant et il ne veut pas le reconnaître. Aujourd'hui, l'enfant, représenté par la mère pendant sa minorité, peut exercer une action en recherche de paternité. Mais à partir de ce projet de loi, comment imposer à un homme la paternité d'un enfant sous prétexte qu'il l'a engendré, alors que les parlementaires et les ministres nous expliquent au cours des travaux préparatoires qu'un géniteur n'a rien à voir avec un père et que ce qui compte dans la filiation, c'est certainement pas la réalité biologique, c'est l'intention, la volonté, le désir.
Donc comment imposer la paternité d'un enfant à un homme qui n'a pas de projet parental, qui n'a pas d'intention d'être père? Ça deviendra injustifiable. Donc le résultat, c'est que l'enfant qui sera non désiré sera laissé pour compte et fini la pension alimentaire, hein, la mère et l'enfant vont pouvoir se débrouiller seuls. Et la PMA pour les femmes célibataires? Alors la PMA pour les femmes célibataires ne bouleverse pas, elle, le droit de la filiation en général. Il reste pour l'enfant ce problème quand même majeur que la loi organise l'effacement de son père, de sa lignée paternelle. Mais la PMA pour les femmes expose en plus l'enfant à cette difficulté de la précarité qui caractérise la famille monoparentale. C'est-à-dire que les familles monoparentales font l'objet de nombreuses allocations spécifiques. Et c'est pas pour rien, c'est parce que la situation est objectivement problématique. On sait très bien les difficultés pour la mère et pour l'enfant qui sont liées à cette situation. Alors que la vie produise des situations de foyers monoparentaux, c'est une chose. Que la loi organise elle-même la précarité, là, ça devient vraiment un problème. Aujourd'hui, c'est une question qui est plus ou moins niée par les parlementaires et par le gouvernement, avec des arguments étranges. Par exemple, pour la PMA pour les femmes célibataires, on objecte que les femmes qui se présenteront avec un tel projet seront des femmes qui auront un projet mûri, qui auront une situation conséquente. Et en fait, on nous explique qu'on introduit une différenciation entre deux types de femmes. On aura les femmes seules qui veulent avoir un enfant, qui seront par PMA, qui seront d'une catégorie socio-professionnelle élevée, avec des revenus, avec un projet conçu, une maturité, etc. Et puis finalement, celles qui aujourd'hui se retrouvent seules pour élever un enfant et qui sont en quelque sorte placées dans une situation considérée comme négative. C'est-à-dire que ce sont, entre guillemets, des pauvres femmes sans ressources, sans revenus, sans situation construite, sans psychologie construite. Or, c'est un argument qui est faux. D'abord, il est très méprisant pour ces femmes seules aujourd'hui. Et par ailleurs, il est faux parce qu'on ne voit pas en quoi des femmes qui ont recours à la PMA le feront en fonction de leur situation financière ou de famille. Et on ne voit pas pourquoi des femmes seules, sans ressources, dans une situation précaire, auraient moins recours à la PMA que d'autres. Et la PMA pour les couples fertiles? Alors voilà, ça c'est la partie qui est la moins connue du projet parce qu'on parle de la PMA pour toutes, mais la réalité de ce texte, c'est la PMA pour tous. Parce qu'à partir du moment où on renonce à la condition d'infertilité pathologique, la PMA est ouverte non seulement aux femmes célibataires et aux couples de femmes, mais aussi à tout le monde. C'est-à-dire concrètement les couples hommes-femmes fertiles qui vont pouvoir recourir à la PMA, si bon leur semble, hein, pour les raisons qu'ils voudront. Et par conséquent, on assiste avec ce projet à une généralisation de la PMA tout azimut et tout public. Pourquoi? Pour le plus grand profit du marché qui est derrière. Hein, le public des couples hommes-femmes fertiles est de loin le plus nombreux numériquement. Et finalement, la PMA pour les femmes, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein, la cible réelle du marché, ce sont bien les plus nombreux, les couples hommes-femmes fertiles. Alors certes, aujourd'hui, ces couples hommes-femmes fertiles en France, ils n'ont pas accès au choix de gamètes, qui est l'objectif cherché par les couples hommes-femmes fertiles qui ont recours à la PMA à l'étranger. Par exemple, aux États-Unis, on sait que le choix du sexe de l'enfant est un motif fréquent de recours à la PMA, mais comme la France choisit comme axe aujourd'hui, avec ce projet de loi de bioéthique, de s'aligner sur ce que font les pays étrangers, on ne voit pas pourquoi d'ici quelques années, un nouveau projet de loi ne donnerait pas raison à des couples hommes-femmes fertiles qui voudront choisir le sexe de leur enfant ou certaines de ses caractéristiques physiques ou autres et qui diront il y a une discrimination par l'argent puisque je suis obligé d'aller à l'étranger pour avoir une fille alors que j'ai déjà 2 garçons et que je tiens absolument à avoir une fille par exemple. Donc en fait, si je comprends bien, c'est pour le confort des couples. Alors, je ne sais pas si on peut parler de confort lorsqu'on est en processus de PMA, mais c'est vrai que l'offre suscite, suscite le besoin, suscite la demande. Et c'est clair que si un couple homme-femme recourt à la PMA, c'est pas pour avoir un enfant sans plus, hein, parce que ça, ils peuvent le faire tout seuls, gratuitement, facilement. C'est pour avoir tel enfant qui correspondra au plus près à tel projet. Donc, la technique offrira toujours plus de possibilités
pour affiner son projet d'enfant, hein, et puis avoir l'enfant qui correspond le plus possible à tel projet. Donc, est-ce que c'est de ce monde-là que nous voulons? Un monde justement de production de l'humain, au lieu on passerait de l'accueil de l'enfant à la production de l'enfant, ce qui est tout à fait différent. Et encore une fois, ça fait partie des choses sur lesquelles les gens doivent se prononcer. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là au cours de ces émissions pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser, mais contribuer à une prise de conscience pour que chacun réalise les enjeux de ce projet de loi et puisse ensuite écrire à son député, à son sénateur, pour lui donner son avis. Voilà, parce que là, c'est le projet de loi de la PMA sans père et, plus généralement, le projet de loi du marché de la procréation, de la production de l'humain. Merci Aude, merci Olivia. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle émission. Merci à vous.